Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui pour ce festival de Mediapart qui a lieu donc pour la première fois au Aubervilliers. On en est bien contents. Pour celles et ceux qui n'étaient pas là les années précédentes, on avait déjà organisé des débats sur MeToo, sur les violences sexistes et sexuelles, car voilà, c'est évidemment une actualité centrale qui nous occupe beaucoup tous, et voilà, particulièrement à Mediapart. Une révolution qu'on essaye de suivre au mieux. On a souvent parlé de nos enquêtes sur différents sujets. On avait fait une table ronde sur la santé, dans le cinéma. Et cette année, on a dû se résoudre à évoquer plus le registre de la menace et le risque de backlash. Le backlash, pour celles et ceux qui ne sont pas familiers ou familières avec ce terme, c'est celui qui permet de décrire le retour de bâton, le retour en arrière qui, il faut bien le dire, dans l'histoire, suit très souvent les périodes de conquête et de droits et de liberté pour les femmes et les minorités de genre. C'est un mécanisme sur plusieurs siècles qui est tout à fait constaté et documenté. Et ça vient aussi, le terme de backlash, d'un livre de Suzanne Faloudi paru en 1991 pour parler des États-Unis dans les années 80, après précisément les avancées permises post-68 et dans les années 70. Et ça vient aussi de très nombreux travaux qui démontrent, notamment d'historiens et d'historiennes, ces retours en arrière qui suivent souvent les périodes de conquête. Et depuis le début, en fait, de la révolution MeToo, les féministes qui sont bien familières de ce mécanisme redoutent que ce moment surgisse, n'advienne. Et très souvent, d'ailleurs, le risque de backlash est utilisé dans les ouvrages, dans les prises de parole de militantes et de militants. Et à Mediapart, on s'est longtemps gardé de l'utiliser. Voilà, on y reviendra, parce que des résistances, ça, on en a bien vu, on en a bien constaté, et c'est le cas tous les jours, notamment en France. Mais est-ce qu'on peut déjà parler d'un retour en arrière? Est-ce vraiment la situation que nous vivons? Parce qu'on voit aussi des hommes puissants condamnés par la justice. Je vais en citer quelques-uns, car on ne boude jamais ce plaisir. Stéphane Plaza, Gérard Depardieu, Christophe Rougia dans l'affaire Adèle Haenel. Le temps des procès est en cours, et dans ces dossiers très médiatisés, on ne peut pas parler d'impunité, du moins pour ces trois-là. On continue à Mediapart de publier de très nombreuses enquêtes, ce qui montre la vitalité toujours de ce phénomène. Voilà, je vais citer juste un exemple de mes collègues Redija Zerouali et Marie Turcan sur le streamer Danny Caligula, un streamer qui a quitté la boîte de production qu'il avait cofondée et qui a annoncé se mettre en retrait après l'enquête de Mediapart. Mais cela dit, force est quand même de constater que la menace des extrêmes droites, et je ne vous apprends rien ici, et l'organisation des résistances contre MeToo sont palpables au quotidien, que chaque jour ou presque sort en librairie un livre sur les excès supposés de MeToo, que des plannings familiaux sont attaqués, que la transphobie est violente dans la société, etc., etc. Dans le monde aussi, évidemment, le même phénomène s'observe. Pire encore même, il se concrétise. Je vais donner qu'un exemple, la victoire de Donald Trump. Là, pour le coup, il est évident qu'on peut parler de backlash aux États-Unis à partir du moment où des droits sont enlevés aux femmes ou aux minorités de genre, et pas qu'aux femmes et pas qu'aux minorités de genre, évidemment, mais comme on parle de ça, c'est les exemples que je cite. Et justement, c'est de ça dont on va parler aujourd'hui avec un plateau de choix. Je suis très contente de vous présenter les invités qui sont là autour de la table, même si je suis sûre que vous les connaissez. Déjà, Nadège Bossondiane, actrice et autrice notamment d'un spectacle qui s'appelle « Mon corps est une révolution ». Vous pouvez l'applaudir. Bonjour. Rokhaya Diallo, journaliste et autrice, dont un dictionnaire amoureux du féminisme chez Plomb. Et d'ailleurs, Rokhaya sera en dédicace juste après à l'Espace Librairie, engagée de longue date, sûrement vous le savez, contre le racisme, le sexisme et pour le droit des minorités en général. Bonjour.
Et à sa gauche, Claude Vincent, avocate dans le cadre du procès que j'ai cité tout à l'heure de Gérard Depardieu, avocate d'une des plaignantes, et membre du syndicat des avocats de France et notamment d'une commission qui chargée de ces questions, des questions de féminisme, dont elle pourra nous parler. Donc Claude Vincent. Et dois-je donc vraiment présenter Marine Turki, journaliste à Mediapart, autrice de nombreuses enquêtes sur les violences sexistes et sexuelles. Notamment, c'est elle qui a enquêté et révélé le témoignage d'Adèle Haenel et enquêté sur Gérard Depardieu. Donc pour entrer tout de suite dans le vif du sujet sur est-ce que la révolution MeToo est menacée, est-ce qu'on est déjà dans un retour en arrière, je vais tout de suite me tourner vers Rokhaya, car vous avez écrit, ouais, d'habitude on se tutoie, mais là, voilà, devant tout le monde, on va se vous voyer, c'est plus simple. Je vous cite, « Nous assistons à un retour de bâton post-MeToo, comme il a pu en exister dans les années 80, après les mouvements de libération des femmes, une forme de retour conservateur. Pourquoi, selon vous, aujourd'hui, on est déjà dans ce retour en arrière ? » Déjà, bonjour et merci beaucoup pour cette présentation. Je suis très, très heureuse d'assister à cette conversation auprès de vous toutes qui a apporté une immense contribution à cette cause extrêmement centrale. En fait, à partir du moment où des mouvements questionnent des équilibres de pouvoir, des positions dominantes, des privilèges. Les personnes qui sont détentrices de ce pouvoir mettent tout en œuvre pour non seulement conserver leur place, mais reprendre une position qui était celle dans laquelle elles ont évolué avec le plus grand confort auparavant. Donc, de manière concomitante avec le féminisme, il y a toujours eu une tentation, une tentative de retourner à l'état précédent. Par exemple, on observe aujourd'hui aux États-Unis un mouvement conservateur qui est déjà incarné par le seul choix du président, qui est un agresseur sexuel proclamé, en fait, qui ne s'en est jamais caché et qui d'ailleurs a fait face à la justice pour ça. Et en réalité, ce qui a été perdu en termes de droits que vous avez évoqué à l'instant, notamment pour le droit à l'avortement aux États-Unis, c'est un processus en fait qui a vraiment duré pendant une trentaine d'années avant d'aboutir, une quarantaine d'années même, parce qu'en fait, dès lors que l'avortement a été acquis pour les femmes américaines, il y a un mouvement qui a de manière incessante travaillé pour faire en sorte que ce droit soit supprimé et en fait a finalement utilisé la première brèche qui soit présentée pour obtenir ce qu'il souhaitait. Et ce qu'il faut vraiment penser quand on parle de backlash, c'est que les mouvements en fait conservateurs sont toujours actifs. Ils sont toujours actifs, ils essaient toujours de récupérer leur position. Simplement, ils n'en ont pas toujours le pouvoir et ils le font à partir du moment où le climat, le contexte, l'atmosphère ou une ouverture leur permet justement d'installer ces idées. Donc effectivement, il y a un backlash, mais ces mouvements ont toujours été là et c'est pour ça que quand on gagne des droits, il faut toujours faire preuve de vigilance parce qu'en fait, rien n'est jamais acquis de manière définitive et tout peut toujours disparaître justement du fait de l'activisme de ces mouvements qui est permanent. Quel que soit le stade où on est, il y a toujours des suprémacistes blancs, il y a toujours des mouvements misogynes, toujours des mouvements homophobes qui sont actifs tout le temps et qui finissent par obtenir ce qu'ils veulent quand ils ont l'oreille des gouvernants. Et alors, je vous en prie. Merci. Alors peut-être on peut prendre un cas qui me semble intéressant et voilà, et Marine et Claude Vincent pourront en parler. C'est le cas du procès Depardieu parce que on a vu, voilà, donc il a été condamné, il a fait appel de cette décision. Il est par ailleurs mis en examen dans un autre dossier, mais dans la décision et dans la condamnation de Gérard Depardieu, il a été condamné à double titre, si on peut dire, à la fois pour les faits qui lui étaient reprochés et pour victimisation secondaire, ce qui était une première. Claude Vincent, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi il a été condamné pour victimisation secondaire et pourquoi c'est important ? Alors, c'est important parce que ça met au moins enfin le sujet sur la table, la question de la victimisation secondaire, qui est un sujet très méconnu. Pour celles et ceux d'ailleurs qui ne sauraient pas, en fait, c'est le fait d'être à la fois victime des faits dont on est victime, donc d'agression sexuelle, on va dire de manière générale, parce que là, on parle de MeToo, et donc je vais parler d'agression sexuelle, mais la victimisation secondaire peut avoir lieu dans d'autres cadres. Simplement, et ça, pour le coup, même la Cour européenne des droits de l'homme le disent, et les conventions internationales de l'UE, les directives de l'UE, etc., c'est plus les
les femmes victimes de VSS sont plus sujettes à être victimes de victimisation secondaire. C'est le fait d'être victime non pas des faits en eux-mêmes, mais des conséquences de ces faits, et notamment dans le cadre de la procédure judiciaire ou de l'accompagnement des victimes. La victimisation secondaire, normalement, du coup, c'est à l'État de protéger les victimes et de s'assurer que les victimes ne soient pas de nouveau victimes de victimisation secondaire. Donc, c'est quelque chose qui est dans le droit européen depuis une petite quinzaine d'années maintenant. En France, assez méconnu et très peu utilisé malheureusement. Donc cette décision, elle est bien dans ce sens, c'est qu'elle fout enfin les pieds dans le plat et elle met enfin ce sujet sur la table et elle va enfin forcer notre profession, enfin j'espère, parce que je ne suis pas très optimiste, mais en tout cas, elle force à avoir des débats et à regarder les choses un petit peu différemment. Même si je mets un bémol parce que tout le monde a dit c'est super, il y a quand même un sujet sur cette décision particulièrement, c'est que le tribunal a condamné Gérard Depardieu pour sa défense, effectivement, qui a produit une victimisation secondaire. C'est selon moi une évidence. À partir du moment où on insulte des victimes dans une salle d'audience, évidemment qu'on les rend victimes de victimisation secondaire, mais bon, là où quand même on va pouvoir à un moment donné, on va devoir avoir un débat aussi, c'est qu'en réalité cette victimisation secondaire a pu avoir lieu parce que le tribunal ne l'a pas protégée. Et donc parce que le président de la juridiction, qui normalement est censé faire une police de l'audience, n'a pas fait son travail. Donc voilà, du coup, il y a beaucoup de critiques sur cette décision et il y a un moment donné où effectivement, il faut quand même être honnête aussi. Et donc j'espère que ça va pousser les juges à s'interroger aussi, parce que la victimisation secondaire n'aurait peut-être pas pu avoir lieu si chacun et chacune avait fait son travail. Et en l'occurrence, plusieurs personnes ne l'ont pas fait, à la fois le président du tribunal. Bon, évidemment, le premier auteur, c'est Gérard Depardieu et son avocat qui ont mis en place une défense qui était une défense agressive, et voilà. Mais le président du tribunal n'a pas fait son travail, et par ailleurs, l'Ordre des avocats et des avocates de Paris a aussi permis, en considérant qu'il n'y avait pas de difficulté. Donc voilà, c'est un ensemble de choses. Et Marine, toi qui as assisté et qui as couvert le procès pour Mediapart, l'ambiance de ce procès où effectivement, donc là, pour celles et ceux qui n'ont pas forcément suivi, de fait, l'avocat de Gérard Depardieu, donc qui s'appelle Jérémy Assous, a été particulièrement virulent, on va dire, voire violent. D'ailleurs, voilà, c'est à ce titre que Gérard Depardieu a été condamné pour victimisation secondaire. C'est en raison des propos de son avocat et de la stratégie de défense de son avocat. Voilà, elle dit quoi voilà, ces audiences, elle dit quoi de l'ambiance du moment dans lequel on est aujourd'hui? Déjà, bonjour à tous et à toutes et merci d'être si nombreux et nombreuses. Moi, je pense que cette ambiance de procès, elle raconte un peu l'ambiance du moment qui est à la fois faite d'avancées et de recul, à la fois d'une société qui avance et puis de poches hyper réactionnaires ou de courants réactionnaires, on vient d'en parler. Et c'est vrai que ce procès, à la fois, il était un petit peu un cas particulier au sens où on a un avocat qui est particulièrement agressif, qui est particulièrement allé sur des stéréotypes relevant de la culture du viol et compagnie, et a été, tu l'as dit, très dans l'humiliation, le mépris vis-à-vis des plaignantes et de leurs avocates. Mais en même temps, ça a été possible parce qu'il y a encore une partie de la société, une partie de la magistrature, une partie du monde des avocats qui sont réceptifs à ces arguments qui ont pu être déployés. Donc c'est possible parce qu'il y a ça. Effectivement, l'ordre des avocats, dont 2 représentants, on vient de le dire, étaient présents à certains moments de l'audience, n'a rien retrouvé à redire de son comportement Jérémy Assous durant le procès. Une partie de la magistrature peut être réceptive aussi à ces arguments qui ont été soulevés. On l'a dit, le président du tribunal, il est pas intervenu. À aucun moment, il a stoppé la défense extrêmement violente, allant jusqu'à parler même du dossier de Charlotte Arnoult, qui n'était pas le dossier du jour, hein, puisqu'on était là pour 2 cas d'agression sexuelle sur un même tournage. Le dossier de la jeune comédienne Charlotte Arnoult, le dossier pour viol, plainte pour viol de Charlotte Arnoult, ça fait l'objet d'une instruction séparée. Il a commencé à disséminer tout un tas d'éléments sur cette instruction. Donc tout ça a été rendu possible parce qu'effectivement, une partie de la société qui peut être réceptif à ça. Et que de ce point de vue-là, il a dû penser que ça allait marcher. De l'autre côté, pour être un peu optimiste et pour se rassurer quand même,
ce qu'on a pu voir, c'est quand même un public qui était extrêmement choqué, en grande partie dans la salle, de cette stratégie-là. Des gens qui sont sortis même de colère, qui ont été choqués de savoir que ça pouvait se passer comme ça encore en 2025. Des médias qui ont documenté la défense agressive de Jérémy Assous, des avocats et avocates qui ont fait une tribune ensuite, 200 avocats et avocates qui ont fait une tribune dans Le Monde pour dire bah non, le sexisme, la misogynie n'ont pas leur place dans une salle d'audience. Donc pour moi, ce procès, il raconte ça, ce truc un peu à double vitesse où il y a encore ce vieux courant réactionnaire qui pense qu'on peut encore être dans des attaques relevant de la culture du viol, parce que bon, on a eu les trucs habituels du complot des femmes, on a eu des choses beaucoup plus choquantes et inattendues, j'allais dire, par exemple de penser que parce que les plaignantes avaient été, comme les 3/4 des femmes, déjà victimes d'agressions sexuelles par le passé, et ça ressort dans la procédure parce que les policiers et policières, ce sont des questions qu'ils posent dans l'enquête, que ça pouvait jouer contre elle, en fait. Ça a été un des éléments assez choquants. Mais donc, voilà, moi je pense qu'en fait, ça raconte un peu ce truc à double vitesse, mais je pense quand même que la société, elle avance, et même s'il y a des poches de violence, et que la transphobie augmente, et que les violences homophobes, etc., et misogynes augmentent, il y a aussi une société qui, elle, va plus vers la tolérance, qui est beaucoup plus réceptive au féminisme et à toutes ces questions d'égalité, et c'est un peu ce paradoxe-là, et cette époque-là dans laquelle on vit, là. Nadège, voilà, vous êtes autrice et comédienne, actrice. Voilà, vous naviguez régulièrement dans le monde du cinéma, du spectacle. Voilà, quelle a été votre réaction face à ce procès, voilà, d'un acteur aussi emblématique que Gérard Depardieu, et face à ce espèce de double réalité que décrivait Marine à l'instant? Déjà, j'ai une amie qui n'est pas de ce procès-là, mais qui est une victime de Depardieu, donc je pense à elle très fort. En fait, c'est extrêmement violent le traitement qu'il y a eu justement pour ces victimes, la liberté de dire des horreurs et notamment par exemple de parler de Charlotte Arnoult dont c'est pas du tout le procès, d'aller dire des horreurs sur elle, sachant que il faut, je sais pas si vous savez, mais la force que ça demande d'aller porter plainte contre je dis une grosse personne, c'est pas parce qu'il est gros, hein, c'est parce que c'est une personne dégueulasse, mais contre cette grosse personne dégueulasse et très puissante dans notre industrie, d'avoir la force d'aller porter plainte contre lui, c'est porter plainte contre toute une institution qui est l'institution et l'industrie du cinéma français. Donc c'est quelqu'un qui est extrêmement puissant. Et tout le monde, on avait déjà discuté de ça, tout le monde sait ce que Gérard Depardieu a fait depuis très longtemps. Tout le monde ou a laissé faire ou n'a pas eu la force de parler. Mais en tout cas, c'est-à-dire que quand elles arrivent à aller porter plainte, elles s'attaquent à quelque chose qui est monumental. Et c'est inédit, en fait, de porter plainte contre quelqu'un d'aussi puissant dans cette industrie. Parce que c'est une industrie, nous sommes dans une société capitaliste, c'est une industrie qui rapporte beaucoup d'argent. Et pourquoi avant on n'a pas porté plainte contre Gérard Depardieu, ou pourquoi on n'a pas eu la force? C'est parce que Gérard Depardieu rapportait énormément d'argent à l'industrie du cinéma français. Pour vous répondre, c'est difficile de vous voyez les gens qu'on connaît. Pour vous répondre, moi j'ai perdu beaucoup d'idoles, notamment Fanny Ardant. Ciao Fanny. Ah non, ça fait mal. Vraiment. Ça fait mal. Et en même temps, c'est ce vieux monde qui s'accroche, parce que vraiment, en fait, j'ai une espèce de compassion en tant que survivante, victime de violences sexuelles. J'imagine très bien combien Fanny Ardant a dû elle-même être victime d'un système et qu'elle est en train de reproduire à l'infini ce système patriarcal. Donc j'ai beaucoup de compassion parce que j'adorais cette actrice, mais je trouve que c'est extrêmement violent, mais pas que... Je veux dire, Fanny Ardant qui a parlé, qui a dit des bêtises, ou Vincent Pérez, ou je ne sais pas quoi, ou la famille de Depardieu. Mais c'est plus les gens qui sont derrière, qui n'étaient pas à ce procès-là, et qui continuent, en fait, de soutenir Gérard Depardieu. Parce qu'il faut savoir qu'il y a une omerta dans notre industrie, et c'est vraiment, enfin, je vais pas vous... je vais être la pessimiste de l'après-midi, mais en fait, il y a des menaces de mort quand on porte plainte contre des personnes comme ça, en fait. C'est-à-dire que les personnes qui portent plainte reçoivent des menaces de mort. C'est vraiment réel. Donc moi, j'en veux évidemment à cette industrie. Et en même temps, maintenant que je suis une vieille personne, je me suis dit qu'en fait, c'était la quintessence de tout ce qu'est, en fait, le rapport dominant-dominé,
puisque l'industrie du cinéma, quand vous commencez, vous êtes un jeune homme ou une jeune femme, vous êtes en situation de précarité, vous êtes en situation de vulnérabilité, et puis il y a des gens qui vont profiter de vous pour gagner beaucoup d'argent, d'accord? C'est un peu ça. Donc quelque part, l'industrie du cinéma, c'est vraiment pour moi la quintessence des violences sexuelles. Et c'est pour ça que quand on fait des petites annonces ou quand on dit ah là cette année au Festival de Cannes on va pas inviter machin parce qu'il a un petit dossier, quand on sait que Thierry Frémaux est lui-même complice et tous ils sont complices, je suis désolée en fait, mais je trouve qu'il y a une énorme hypocrisie. Donc tout ça pour dire que je suis extrêmement un peu heureuse parce que je vois j'ai beaucoup d'espoir dans la jeunesse, je dois le dire, la jeunesse éveillée qui fait bouger les choses. Et en revanche, par rapport à l'industrie du cinéma français, je n'ai aucun espoir. Sorry. Des os, pas des os. Alors, si on reste sur quand même le cinéma, ouais, c'est vrai que voilà. Vous faites partie des gens qui ont été auditionnés dans la commission d'enquête sur les violences sexistes et sexuelles dans les métiers de la culture, donc qui a remis récemment son rapport. Et Nadège, je vous cite à votre tour, vous avez dit devant cette commission: pourquoi parmi toutes les femmes entendues sur les violences sexuelles, aucune ou presque n'était racisée? Où sommes-nous, nous qui sommes les plus exposés au racisme, au sexisme et à la précarité? Est-ce que dans les retours en arrière, ou même pas, quelque chose qui n'aurait même pas commencé, c'est-à-dire que MeToo soit passé à côté des femmes racisées? En fait, c'est pour ça que moi, je parle même pas de retour en arrière. En fait, ça n'a même pas commencé pour nous, en fait. Moi, je suis l'initiative du MeToo dans le cinéma africain, mais je suis une actrice française qui a été agressée dans le cinéma africain, soit, mais je suis une actrice française. Moi, on a l'impression, en fait, que chaque fois, je fais une blague, mais je dis, c'est comme s'il fallait un droit de douane, en fait, pour que les agressions sexuelles, elles arrivent ici. Et c'est genre, oh, toi, t'as été agressée en Afrique, non. Mais j'ai été agressée en France aussi, en fait, camarade, accessoirement. Mais en fait, ce qui est hyper violent, c'est que, effectivement, comme vous dites, en tant que femme racisée, donc à l'intersection de ces oppressions, du sexisme et du racisme, nous sommes les plus victimes de violences avec les personnes en situation de handicap, d'accord? Et pourquoi dans cette commission, j'étais la seule à avoir été auditionnée sur la question raciale, mais pas sur la question des violences sexuelles, mais parce qu'en fait, il y a une espèce d'hypocrisie étatique de cette commission. Je vous ai dit que j'allais vous déprimer. Cette commission, en fait, elle est un petit peu... Non, mais c'est vrai que moi, je dis les choses. Elle est là, en fait, pour rassurer aussi un système. Et elle est là aussi pour dénoncer, mais pas pour réparer, ni pour casser profondément ce système, en fait, qui est donc fruit de domination et qui remonte depuis très longtemps, auquel on participe tous et toutes à nos petits niveaux. Et du coup, en fait, quand moi je viens parler et que je suis convoquée, c'est incroyable, je suis une victime, je suis convoquée, il n'y a pas du tout de safe place. D'abord, je suis la seule actrice à avoir été auditionnée avec un homme. Toutes les autres femmes blanches ont été auditionnées avec des femmes pour que ce soit un safe place. Moi, j'étais avec un homme parce qu'on était deux noirs. Ils se sont dit, oh, vas-y, balance les deux noirs. Déjà, c'est archi violent. Et en fait, il faut savoir que quand on est victime et que vous recevez cette convocation, vous avez une réminiscence des traumas. Et moi, je voulais pas, j'ai regardé beaucoup d'auditions et je voulais pas pleurer à nouveau, comme on fait beaucoup, malheureusement, de mes camarades. Et du coup, j'ai trouvé une forme avec une adresse poétique, un slam, etc. Et j'ai fait aussi le travail de ces parlementaires qui ne travaillent pas trop, et je leur ai dit, en fait, vous pouvez auditionner telle personne, parce que les femmes racisées qui veulent parler, il y avait des journalistes qui pouvaient parler, il y avait des sociologues qui pouvaient parler, parce que le prix à payer est énorme. Pourquoi les actrices racisées ne parlent pas? Depuis que je parle, je ne travaille plus. Le prix, c'est pas un petit prix, en fait. C'est un prix qui est réel, qui est violent. Je ne travaille plus. Mais vraiment parce que je parle. Donc, je comprends que les personnes racisées ne viennent pas. En revanche, pourquoi Erwan Balanan et Sandrine Rousseau ne se demandent pas, justement, c'est une question profonde de se dire, eh ben, s'il n'y a pas des personnes racisées, c'est que justement, il y a un endroit de violence qui est extrême et qu'il faudrait qu'on s'interroge là-dessus, qu'on communique là-dessus. Et non, donc c'est pour ça qu'on perpétue à l'infini et à l'infini, en fait, ces discriminations, ces violences.
Et quand on parle, on paye. Donc, j'en veux absolument pas aux personnes qui parlent pas. J'en veux à l'État qui nous demande de parler, que vous preniez le prix fort. Et après, dans la commission, il y avait 2 petits mots sur la question raciale, parce qu'il fallait pas trop déranger. Donc voilà. Merci Nadège. Rokhaya, vous fréquentez beaucoup les médias depuis de nombreuses années. Voilà, vous avez été chroniqueuse pour de nombreuses chaînes, nombreuses radios, nombreux journaux. Est-ce que vous constatez, un peu à l'image du cinéma, un revirement ou finalement quelque chose qui n'aurait jamais bougé dans la sphère médiatique? Qu'est-ce qui a changé selon vous depuis 8 ans du point de vue des médias, là où vous produisez souvent? Alors, je voulais juste ajouter quelque chose sur l'affaire Depardieu. C'est vrai qu'on parle beaucoup de l'industrie du cinéma et la manière dont elle se complaît à la protection des agresseurs et agresseuses, mais cette protection, elle ne serait pas aussi efficace s'il n'y avait pas la complicité des personnalités politiques. C'est quand même important de rappeler que après les accusations qui ont émergé contre Gérard Depardieu, Emmanuel Macron a dit que Gérard Depardieu rendait fière la France. Et ça... Merci. Merci. C'est un signal en fait qui est envoyé. C'est-à-dire que quand le premier magistrat de France vient expliquer après des accusations extrêmement graves dans une émission que finalement cet agresseur-là, c'est quand même quelqu'un qui a apporté du prestige au pays dont il est élu, ça veut tout dire. Et en fait, ça donne effectivement une légitimité à tous les discours qui essayent d'absoudre Gérard Depardieu. Et pour ce ça veut dire que la résistance, elle est... dès l'Élysée, quoi. Ensuite, il y a un ruissellement pour parler comme... Et encore une fois, on avait un autre exemple préalable. Quand Gérald Darmanin a été nommé à l'intérieur, il était accusé de viol par plusieurs femmes. Et Emmanuel Macron a dit « Non, il n'y a pas de souci, on s'est parlé d'homme à homme ». Voilà, c'est incroyable. En fait, quand on y pense, on se dit c'est vraiment... c'est surréaliste, quoi. C'est tout, aussi bien le vocabulaire que la démarche, rien ne va. Et donc, pour ce qui est du discours médiatique, en fait, moi, ce que je constate, c'est effectivement une évolution, parce que j'ai le souvenir de l'affaire Dominique Strauss-Kahn, et du traitement qui était franchement vraiment hallucinant. À l'époque, je participais déjà à des débats et j'ai vraiment le souvenir de débats qui commentaient de manière extrêmement grossière le physique de Nafissatou Diallo qui était sa victime, le fait que, comme c'était une femme assez imposante physiquement, des gens qui expliquaient mais que vraiment si elle voulait pas être violée, elle avait la force physique de le repousser. Enfin, on était vraiment... Excusez-moi. Une femme noire, pour celles et ceux qui n'ont pas suivi cette affaire qui date de 2011, les plus jeunes d'entre nous. C'est une femme noire immigrée guinéenne aux États-Unis qui était femme de chambre dans un hôtel, donc avait tous les stigmates sociaux possibles, et donc qui a été finalement la première à permettre d'exposer les pratiques horribles de Dominique Strauss-Kahn. Et les commentaires à l'époque dans les débats que j'avais, c'était vraiment incroyable. Et puis, tout était... Donc il y avait quand même une absence de sensibilité et d'identification. Le fait que un grand patron de médias avait parlé d'un troussage de domestiques à l'époque comme si c'était une activité absolument banale qui était un dû à la classe à laquelle appartenait Dominique Strauss-Kahn. Donc quand même, je sens qu'il y a une évolution dans le sens où effectivement on parle différemment des agressions sexuelles et sexistes et on en débat différemment et on en débat avec des femmes aussi qui sont féministes, ce qui n'était pas forcément le cas auparavant. Alors nécessairement, comme le sujet a pris de l'ampleur, il y a des résistances qui sont très fortes. Et je pense que c'est important de rappeler, en écho à ce que disait à l'instant Nadège sur l'effacement des femmes non blanches de ce mouvement, que Dominique Strauss-Kahn est tombée à cause d'une femme noire et que le mouvement MeToo a été créé par une femme noire qui s'appelle Tarana Burke, qui était une travailleuse sociale et qui a créé ce mouvement 10 ans avant le tweet d'Alyssa Milano. Et en fait, les femmes noires, comme les femmes non blanches, comme les femmes handicapées, sont aux avant-postes de la lutte contre les violences sexuelles et sexistes parce que ce sont les corps qui sont les plus dévalorisés. Et avant de répondre à ta question, je voulais aussi rappeler que dans le cadre du mouvement MeToo, il y a des femmes qui sont mobilisées que personne n'a vues. En tout cas, moi, je trouve qu'elles ont été très peu vues. Je parle des femmes de chambre de l'hôtel Ibis Batignolles. Donc c'est un collectif de femmes qui étaient femmes de chambre dans le 17e, dans un hôtel, qui se sont mobilisées pendant 2 ans, donc en termes de longévité c'est incroyable, et qui étaient menées notamment par Rachel Keke, qui s'est fait connaître par la suite en étant députée LFI. Donc elles ont dénoncé leurs conditions de travail, mais elles ont dénoncé des violences sexistes, des agressions sexistes, des viols pour certaines, qui étaient le fait soit de clients de l'hôtel, soit de leurs supérieurs hiérarchiques dans l'hôtel. Et ça n'a jamais été appréhendé comme un mouvement féministe et comme un mouvement contre les violences sexuelles et sexistes, parce qu'en fait, quand on est une femme noire, on est surtout noire dans la perception majoritaire. Et ça, on a l'impression que ça écrase absolument
tout le reste, alors que c'est le groupe qui est le plus cyberharcelé, c'est le groupe qui est le plus exposé aux agressions de tout ordre, et c'est une pratique, en tout cas ce sont des pratiques qui remontent à l'esclavage et à la colonisation. C'est des corps qui ont été agressés de manière multiple et qui ont été considérés comme des corps reproducteurs qui reproduisaient justement la main-d'œuvre du capitalisme. Donc quand Emmanuel Macron, encore une, je suis désolée, mais voilà, on est obligé de parler de lui, quand Emmanuel Macron explique que les femmes africaines ont trop d'enfants, on est dans le même registre. On est dans le registre de la volonté de contrôler un corps féminin et de dire que certains corps ne méritent pas d'avoir des enfants parce que leurs enfants sont une forme d'inconvénience en fait pour tout le monde. Et donc, ce que je constate aujourd'hui, c'est qu'il y a une évolution dans le discours médiatique, et je ne sais pas s'il est prévu de parler de Nicolas Bedos ou pas, ou si je peux le faire maintenant. Ouais. Mais ouais, parce que bon, on l'aime pas. Tout le monde a envie de parler de Nicolas Bedos, c'est vous donc. Ouais, c'est ça. Non, parce que je repense en fait, parce que vous me parliez, Lénaïque, de mon activité dans les débats, et j'ai le souvenir d'avoir fait plusieurs débats autour de Nicolas Bedos quand il a été condamné, et c'était incroyable. En fait, il a été condamné honnêtement avec des peines bien moindres que ce qui était prévu par la loi. Malgré tout, en fait, on a toute sa classe sociale et son groupe, voilà, le groupe de son milieu, qui est venu sur les plateaux médiatiques expliquer que le fait qu'il soit condamné à 6 mois de prison ferme, qu'il observera avec un bracelet électronique, c'était trop. C'était trop grave, parce qu'il ne présentait pas de menaces. Moi, quelqu'un m'a dit, il ne présente pas de menaces. Mais en fait, qu'est-ce qu'on en sait ? Enfin, pourquoi il ne présente pas de menaces pour la société, puisqu'il a été déjà accusé et condamné pour avoir agressé plusieurs femmes. Et à la fois, cette espèce de choc de voir pour un milieu, de voir un des leurs condamné, et vraiment pas de manière si sévère que ça, alors qu'il y a des milliers de personnes qui sont en détention préventive, dont certains sont innocents, dans une indifférence quasi totale. Quand des hommes des quartiers populaires sont condamnés parfois de manière injuste, personne ne trouve ça grave, personne ne trouve dommage, il n'y a pas des débats de télévision à leur sujet. Merci pour eux. Mais alors, quand c'est Nicolas Bedos, tout à coup, le bracelet électronique chez lui, c'est scandaleux. Là, vraiment, le pauvre, il est trop fragile pour faire face aux conséquences de ses actes. Alors justement, Claude Vincent, vous êtes avocate. On a vu, à l'occasion effectivement de la condamnation de Nicolas Bedos, des avocates prendre la parole pour dire, voilà l'exemple de les excès de MeToo, y compris dans la scène judiciaire. Mêmes avocates qui prenaient la parole précédemment pour dire, il suffit que ce soit la presse qui sorte les enquêtes sur les violences sexuelles, il faut porter plainte, il faut qu'il y ait des procès. Quand il y a des procès et des condamnations, c'est quand même toujours trop. Bon, pardon, ça c'est mon commentaire, mais ma question c'est, vous, qu'en pensez-vous de ce débat sur, une fois qu'il y a des peines qui sont sorties, est-ce que vous trouvez que c'est exagéré, que c'est trop? Parce qu'y compris, il y a un débat à gauche aussi sur les peines de prison, le recours à la prison. Quelle est, vous, votre position? Alors, moi, c'est un peu... Je suis anticarcéraliste, voilà. Donc moi, mon sujet, je suis pas trop sur le sujet des peines. En tout cas, je vais pas aller dire la peine, elle est pas assez sévère. C'est pas ma position. En revanche, ce que je trouve intéressant pour revenir sur le débat qui a été amené sur la question notamment de la racialisation, c'est que moi, ce qui m'intéresserait un petit peu, c'est qu'on aille voir à un moment donné les peines en fonction des origines des auteurs. Y a vraiment un vrai truc sur lequel, du coup, j'ai pas de statistiques parce qu'il n'y a pas les statistiques ethniques et les chiffres sont pas faits, mais il y a vraiment quelque chose en France d'hyper marquant, et n'importe qui traîne dans des juridictions pénales, qui est dans des dossiers pénaux, qui est à l'instruction, le sait. Il y a une différence de traitement selon les origines supposées, selon la couleur de peau des auteurs, qui est juste démentielle. Globalement, les mecs racisés, on les envoie en comparution immédiate. Donc la comparution immédiate, c'est quand même l'antichambre de la détention en France. C'est les taux les plus élevés d'incarcération. Voilà. Sur les dossiers de viol, et c'est marrant, et d'ailleurs, quand vous dites les excès de MeToo, alors... Sur les positions des avocats et des avocates, peut-être on y... Je citais ceux qui parlaient. Ouais, non, mais je sais bien, mais du coup, peut-être on pourrait y revenir plus tard parce qu'il y a vraiment un gros sujet sur mon corps professionnel et particulièrement dans le milieu pénal, mais j'ai déjà eu cet échange avec des confrères et des consoeurs justement avec les excès du MeToo et notamment sur des dossiers de viol. Et souvent, ça m'est arrivé régulièrement de faire quand même un peu un blanc, de leur faire avoir un blanc et de les faire taire en disant non mais on va parler un peu de la détention provisoire dans les dossiers de viol qui sont des infractions criminelles quand même. Il faut savoir que tous les stupeux dans des dossiers d'instru, c'est quand même hyper compliqué de les avoir en liberté sous contrôle judiciaire, que
Enfin, on bataille régulièrement avec, en réalité, des critères qui sont plus là, mais on tord les critères pour réussir à maintenir les mecs coûte que coûte en tôle. Et donc je dis à des confrères, Pep, le viol, on est sur une infraction criminelle. Bon, la détention provisoire, parce que c'est quand même la première atteinte à la présomption d'innocence, qui est toujours le grand mot qu'on nous dit, et je respecte la présomption d'innocence évidemment, mais c'est toujours cette espèce de truc qui cacherait tout. Et donc, cette conversation à dire, en fait, la première atteinte, c'est quand même la détention provisoire. Et en matière de viol, je ne dis pas qu'il devrait y aller, mais si on compare à d'autres infractions sur lesquelles, moi, je considère que vraiment, elle est injustifiée, surtout vu les dossiers et les personnalités. Et j'ai régulièrement des confrères qui me disent ah bah si, moi j'ai des détenus, des mis en examen pour viol qui sont détenus. Et là, je fais pas les blancs. Et régulièrement, j'ai eu cette conversation vraiment avec différentes personnes. Et au moment où je dis pas les blancs, y a un blanc dans la conversation. Parce que ouais, en fait. Donc voilà, je suis pas en train de prôner la prison, je suis pas en train de dire prison pour tout le monde, mais je serais plutôt à dire prison pour personne, enfin même si on peut ne pas avoir des désaccords, mais en revanche, en tout cas, ce que je souhaiterais, c'est que on traite les personnes de la même manière. Et ça, c'est un vrai sujet. Alors, ça pousse, parce qu'il y a aussi des infractions du coup qu'on va appliquer aux personnes, notamment les interdictions du territoire français, etc. Mais on arrive quand même à des niveaux stratosphériques où j'ai quand même une consoeur hyper engagée l'autre jour qui s'est retrouvée dans une salle d'audience. Je ne vais pas la citer parce que je ne sais pas si elle voudrait que je la cite, mais vous la connaissez très bien à Mediapart, qui était en partie civile, donc sur un dossier de VSS. Et je crois que c'était la cour criminelle qui interroge l'ensemble des parties sur la question de l'interdiction du territoire français. Bon. Et en fait, les avocats du mis en cause n'ont pas eu d'observation à faire. Et c'est l'avocate de la partie civile qui a dit bah non, en fait, parce que c'est pas plus grave qu'il commette un viol parce qu'il est étranger ou pas. Et on a quand même un espèce de truc complètement. Enfin bref, voilà. Je pense que c'est un vrai sujet. À mon avis, c'est celui-là le sujet. Voilà. L'inégalité de traitement selon la classe et la race. Et Nadège, vouliez-vous aussi réagir au nom de Nicolas Bedos? Ouais, sur Nicoco. Non, mais en fait, ce qui est bien, c'est de savoir que le bracelet électronique, ça n'empêche pas d'écrire des livres. Moi, je voulais juste dire que c'est vraiment la honte, en fait, que le service public reçoive Nicolas Bedos pour son putain de livre dont j'ai rien à foutre, qui crache sur les victimes. C'est honteux. C'est la honte. Léa Salamé, c'est la honte. Je sais pas, tu es où, Léa? Non, vraiment, c'est honteux. Premièrement, c'est honteux. Et de voir en plus que tout le monde est « Oh, mais regarde, il a fait son petit travail de remise en question du coco. Oh, mais c'est super !» Et puis, alors, il y a une personne que, pareil, je perds beaucoup d'amis, j'en ai plus beaucoup, mais qui fait un post en disant « Mais ouais, mais alors du coup, le mec, il se remet en question, c'est ça qui est important. » Non, mais pardon, en fait. Faut arrêter, en fait, c'est une grande hypocrisie. Et c'est la même chose que lors de l'audition pour la commission sur les violences sexuelles, quand messieurs, les grands acteurs bankable, qui ont quand même été auditionnés à huis clos, parce qu'il ne faut pas quand même qu'on écoute tout ce qu'ils disent, on a fait 1 milliard d'articles sur eux. C'est pour ça que je vous dis que quand même la société hétéropatriarcale a vraiment une résistance, mais c'est incroyable. Enfin, tous les articles qu'il y a eu sur Nicolas Bedos ou sur les grands cons là, du cinéma français, parce qu'ils ont osé dire « Oh bah ouais, je savais pas qu'on n'avait pas le droit de faire ça aux filles, mais vous avez vu, ils se remettent en question, c'est génial. » Mais c'est la honte. Franchement, c'est la honte. J'allais lui faire un piège. Marine, est-ce que c'est la honte? Non, je plaisante. Marine, qui a d'ailleurs aussi enquêté sur Nicolas Bedos, est-ce que ce cas et le débat que ça a généré au sein même du monde judiciaire entre des avocates et des avocats te semble aussi représentatif de cette tension que tu décrivais du procès de Pardieu entre des avancées et des résistances fortes, voire très très fortes? Déjà, juste pour compléter ce que vient de dire Nadège, ce qui est intéressant, c'est que Nicolas Bedos, il a commencé son livre avant le procès. Et tout son discours aujourd'hui est de dire que c'est une forme de mea culpa. Et c'est comme ça que c'est traité médiatiquement. Sauf que ce qu'on a vu à l'audience,
au procès de Nicolas Bedos, c'était tout sauf un mea culpa. Donc ça prouve bien que finalement, cette idée, ce storytelling du mea culpa, c'est pour justement avoir accès au plateau télé et aller vers une forme de rédemption rapidement. Il n'a pas non plus du tout respecté un temps qui serait celui aussi pour les victimes. Je dis ça parce que le lendemain ou quelques jours après la sortie du livre, évidemment, mon téléphone a sonné parce qu'on a travaillé sur cette affaire à Mediapart, on a révélé plusieurs témoignages et c'est douloureux en fait pour les plaignantes. C'est-à-dire que de voir sa tête affichée en 4x5 sur les kiosques avec la une du Point ou chez Léa Salamé ou d'autres, c'est de la violence pour des personnes pour qui c'est encore tout frais. Il y a un temps pour tout. On peut estimer qu'il pourrait tout à fait faire un mea culpa et prendre ce temps dans quelques années de pouvoir avoir la parole et donner son ressenti et son évolution. Là, c'est pas l'histoire d'une évolution, puisque ce livre a été commencé avant un procès dans lequel il a campé sur ses positions. Voilà, je voulais déjà dire ça. Ce que ça montre, effectivement, toujours dans le truc des avancées et du backlash, c'est que dans les médias, on voit bien que à la fois, il y a beaucoup de place maintenant pour les affaires MeToo qui sortent. On voit bien que c'est une porte qui se referme plus, qu'on continue d'avancer et que ça se refermera plus. Mais en même temps, on voit que tous les 6 mois, il y a un moment de retour de bâton. Je me souviens qu'après, par exemple, la cérémonie des Césars en 2020, où Adèle Haenel était partie en se disant voilà, on se lève, on se casse, c'est la honte, pour protester contre les 3 Césars remis à Roman Polanski, qui est accusé de viol et d'agression sexuelle par 6 jeunes femmes, 6 adolescentes, j'allais même dire. Derrière, on a eu une tribune d'avocates, de 100 avocates dans le monde, pour expliquer que quand même, aujourd'hui, il y avait une présomption de culpabilité qui pesait beaucoup trop sur les mis en cause, et d'expliquer que voilà, qu'il y a trop de place donnée à la parole des victimes. Ça, on le voit à peu près tous les 3-6 mois. On a cette espèce de vague de backlash. On a eu le livre de Caroline Fourest, qui était plein d'erreurs factuelles, mais qui a là aussi eu un espace médiatique énorme, en fait. Et on ne donne pas toujours cet espace médiatique de la même manière à d'autres paroles. Je pense notamment sur le sujet de la présomption d'innocence. Bien sûr que le sujet de la présomption d'innocence, c'est un thème fondamental, une règle fondamentale de droit pénal. Et je pense que personne ne remet ce principe en question aujourd'hui. Mais dans les médias, si vous écoutez un petit peu la petite musique de Caroline Fourest ou d'autres, c'est de dire qu'aujourd'hui, elle ne serait plus respectée, alors même qu'on la met à des endroits où elle n'a pas lieu d'être. Parce que c'est une règle pénale qui s'applique quand il y a une enquête pénale en cours. Et donc, aujourd'hui, on nous explique que la présomption d'innocence, elle permettrait pas à une victime de s'exprimer, qu'elle permettrait pas la tribune, qu'elle permettrait pas le hashtag ou la sortie de la salle des Césars. Et en réalité, la présomption d'innocence, c'est pas une assignation au silence. Et c'est la même chose pour la prescription. Et que nous, journalistes, c'est pas parce que les faits sont prescrits ou parce que le mis en cause va être présumé innocent qu'on ne peut pas révéler une affaire en prenant évidemment soin d'assurer le contradictoire, donc en allant poser des questions aux mis en cause ou aux institutions, entreprises qui seraient mis en cause dans une affaire de violence sexuelle. Tout ce travail-là, on le fait. Donc la présomption d'innocence, elle n'empêche pas tout ça. Et d'ailleurs, même dans le monde judiciaire, elle n'empêche pas de prendre des mesures à titre conservatoire. On parlait de la détention provisoire tout à l'heure, mais on peut parler aussi de l'interdiction d'effectuer certaines professions. Je pense notamment au chanteur Jean-Luc Lahaye, qui est mis en cause pour des faits de pédocriminalité. On lui a dit que c'était pas possible de faire des concerts en contact avec des mineurs, etc. Alors même que la justice n'est pas encore allée au bout du processus. Tariq Ramadan, il était interdit de sortie de territoire, etc. Il y a tout un tas en fait de mesures qui sont prises alors même que l'instruction n'est pas finie. Et pourquoi je dis ça? Parce que la petite musique médiatique qui reste quand même encore assez bruyante, c'est celle de l'atteinte à la présomption d'innocence, de la chasse à l'homme et de l'idée qu'il y aura un tribunal médiatique, alors que, et nous on défend ça à Mediapart, on fait des enquêtes sérieuses, longues, avec une multiplicité de témoignages, respectueuses du contradictoire, mais qui doivent exister, parce qu'on informe sur ces faits, comme on le fait sur tout un tas d'autres faits dont on parle aujourd'hui, la corruption, le scandale sanitaire, etc. Et ça, c'est une idée qu'on a encore du mal à totalement faire entendre. Dès qu'on sort une enquête, il se passe à peu près 3 minutes avant qu'on entende tribunal médiatique où, attention, ça ne respecte pas la présomption d'innocence. Et comme m'avait dit une avocate, crier atteinte à la présomption d'innocence et tribunal médiatique, ça veut dire taisez-vous. En gros.
Et pour finir, une fois qu'on a dit qu'il y avait ce backlash-là, il faut quand même dire aussi que dans les médias, la sémantique, elle a évolué. Je ne parle pas seulement du crime passionnel qui a disparu et du mot féminicide qui est arrivé, mais plus largement, aujourd'hui, on entend parler de phénomènes de sidération, d'emprise, on interroge les rapports de domination. Il y a tout un tas de choses qui n'existaient pas il y a encore quelques années. Et donc, pour être un peu optimiste quand même, il faut dire que ça, c'est quelque chose qui commence à essaimer dans les rédactions. Et cette sémantique, elle est évidemment hyper importante. Nadège me soufflait à l'instant qu'elle voulait dire un mot à propos en entendant le nom de Caroline Forest. Ben oui, parce que c'est quand même moi qui ai suscité son envie d'écrire ce livre. Et je suis extrêmement flattée. Caroline chérie. Ben oui, parce qu'en fait, elle a écrit ce livre parce que j'ai porté plainte. J'ai été agressée sexuellement par une productrice blanche du cinéma français. J'ai porté plainte. J'ai eu la chance d'avoir été écoutée par une flic. La magistrate a voulu instruire, tout ça. Bref, je suis allée jusqu'au procès. Bon, évidemment, vice de procédure. Et je vous rassure, hein, elle a Paupiette, parce que je l'appelle Paupiette. Paupiette, elle était... alors, elle dit innocentée. En fait, non, elle a été relaxée. Hein, les mots ont un sens. Mais en tout cas, Caroline Forest, qui ne connaissait pas Paupiette, s'est complètement empressée de dire « Mais c'est honteux ! C'est honteux, cette pauvre productrice bourgeoise du cinéma français !» Et donc, elle a écrit ce livre à cause de moi. Je suis assez flattée. Et surtout, c'est que dans tous les trucs complètement cons qu'elle écrit dans ce livre, c'est qu'à un moment donné, elle dit que les flics m'ont cru parce que j'ai joué une policière dans Plus belle la vie. Et ouais! Et pas vous! Voilà. Donc en fait, c'est un bel hommage. En fait, quand Caroline Forest vous fait un hommage comme ça, c'est que vous êtes vraiment arrivé au top du féminisme, je crois. Juste, peut-être avant de laisser la place à quelques questions, on parlait de la justice, Claude Vincent, est-ce que la profession des avocats et des avocates que vous évoquez n'est pas finalement le bastion le plus sexiste de la justice? Si on regarde les procès auxquels on vient d'assister, phrase que j'aurais pas pensé prononcer ces dernières années, à vrai dire, où on a beaucoup documenté les biais sexistes qui existent dans les milieux judiciaires comme ils existent partout, y compris dans la presse. Donc c'est pas une question d'accabler telle ou telle profession, mais que la culture du viol, ou en tout cas des biais, des stéréotypes sexistes dans la magistrature, ça a été souvent discuté, débattu dans les instructions, comment ça se passait, etc. On parlait moins souvent finalement des avocats et des avocates, et force est de constater au vu des différentes audiences et des différents procès qui ont eu lieu ces derniers temps que la question a fortement émergé. Je vais encore me faire des potes. Alors déjà, comment dire? Putain, merde. Non, mais bien sûr qu'on a une profession hyper à droite, hyper misogyne, et encore plus le milieu du pénal. Et hors le milieu du pénal et le milieu le plus médiatique. Dans toute la profession, on a ça, mais voilà. On a quand même une espèce de reproduction au sein de cette profession. Je pense qu'il y a plein de choses qui jouent, mais... moi, il y a quelque chose sur lequel je réfléchis et que j'essaye de mettre en exergue, et qu'au sein notamment de la commission féministe du SAF, du coup, sujet sur lequel j'aimerais vraiment qu'on travaille. Mais j'aimerais qu'il y ait en réalité, je le dis à chaque fois, j'aimerais qu'il y ait une étude sociologique sur ce point, parce que je pense qu'il y a vraiment un truc à creuser sur le milieu du pénal qui... la matière pénaliste est formée sur le masculinisme. À la fois, elle est conçue autour de ça, elle est conçue pour ça, et on y est formé. C'est-à-dire que vraiment, si on ne développe pas une pensée féministe vraiment poussée, on ne le perçoit pas, et donc on le reproduit. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a un truc qui est vraiment... Alors évidemment que le patriarcat ne fonctionnerait pas sans la complicité de femmes. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Mais au sein du milieu pénal, c'est presque encore pire. C'est-à-dire que pour être une avocate pénaliste, en fait, faut être un mascu plus mascu que les mascus. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'on se retrouve avec la tribune des 100... la fameuse tribune du 8 mars 2020 qui fait hurler à la mort et qui est insupportable. Mais voilà, il y a tout un truc, je suis désolée, je peux partir dans tous les sens sur cette question et je pourrais durer à la fois des heures, mais il y a vraiment une espèce de masculinisme au sein de cette profession. Mais on a toujours parlé des ténors.
Et ça, pour le coup, c'est encore hyper récent. Quand on continue de parler des ténors du barreau, de mettre en avant des figures hyper masculines, alors même que la profession, elle est à 70% féminine, de mettre en avant des pratiques qui sont en réalité pas des pratiques professionnelles. Enfin, je veux dire, il y a un moment donné, pardon, mais quand la seule chose que vous savez faire dans une salle d'audience, c'est gueuler, et franchement, ça m'arrive de gueuler dans une salle d'audience plus d'une fois, genre, je vais pas dire qu'il faut pas des fois monter le ton, mais quand en fait c'est la seule chose sur laquelle repose votre exercice professionnel, enfin, il y a un moment donné, il y a une question de compétence. Et pour autant, c'est quand même ça qu'on continue de mettre en avant. Et on l'entretient au sein de la profession, et particulièrement, je dirais, encore plus au sein d'un barreau comme le barreau de Paris. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec l'Ordre des avocats et des avocates de Paris qui protège cette méthode, mais qui l'entretient. Enfin, je vous invite un jour à vous intéresser à la question de la conférence du stage du barreau de Paris. C'est-à-dire que c'est un concours d'éloquence, donc absolument pas juridique, sur la base duquel on prend les 12 meilleurs, qui sont toujours évidemment globalement des mecs blancs. De temps en temps, on met quelques meufs parce qu'il faut bien quand même essayer de faire semblant d'eux, mais il n'y en a jamais la moitié. Je ne parle même pas des personnes racisées parce que là, fou. Et les 12 élus donc, qui ont su faire gagner un concours d'éloquence. Encore une fois, vraiment, il y a 0 point juridique, voire même, si vous parlez de droit, vous êtes sûr de ne pas gagner. On leur donne le monopole sur la défense criminelle en commission d'office à Paris. On entretient totalement ce système masculiniste. Et donc, oui, on a une profession, mais cette espèce de tribune de mars 2020, elle en dit très long. Et d'ailleurs, du coup, je me permets de dire, c'est pas parce que je l'ai signée, mais que j'y ai participé, mais il y a eu une contre-tribune. Alors, on ne l'a pas sortie dans Le Monde, on l'a sortie dans Dalloz. Mais au moins, elle était fournie, elle était juridique, et puis elle était qualitative. Et donc, pour celles et ceux que ça intéresse, du coup, voilà, c'est parce que ça rejoint ce que disait Marine Turki tout à l'heure, sur la question notamment de la présomption d'innocence. Mais ça aussi, je suis désolée, peut-être je suis trop longue, mais c'est aussi un truc qui est entretenu. Vous voyez, par exemple, la question de la présomption d'innocence. On présente toujours les avocats et les avocates qui viennent dire oh là là, la présomption d'innocence, comme si nous, à partir du moment où on était militantes et féministes, on n'avait pas nos grands principes en tête. Mais ça, c'est pareil. Donc, on est des meufs et on est militantes. Donc, en fait, on perd notre qualité professionnelle d'avocate. Et on les présente comme si ces personnes étaient une espèce de neutralité. J'ai en tête certains noms du barreau qui sont évidemment souvent blancs, enfin, qui sont toujours blancs, souvent masculins. Et à qui, du coup, on offre une espèce de neutralité. Personne s'interroge, mais en fait, est-ce qu'ils sont vraiment neutres ? Parce qu'en fait, en réalité, ils n'ont pas eux-mêmes une idéologie qui serait, je sais pas, peut-être un tout petit peu misogyne. Donc voilà, on entretient tout ça, on reproduit tout ça, et oui, notre profession est plus que touchée. Merci. Juste avant de vous donner la parole, juste... Claude Vincent vient de parler de comment le masculinisme s'organise. Vous aussi, vous l'évoquiez tout à l'heure, voilà, qu'il y a toujours une organisation des racistes, des masculinistes, etc., etc. J'ai vraiment une question très difficile. Qu'est-ce qu'on fait face à cette organisation pour éviter le retour en arrière, le risque de retour en arrière dont on parle depuis le début de ce débat ? Je pense qu'on s'organise aussi, et il faut qu'on s'organise à un niveau global, parce que la riposte, elle est vraiment internationale. Effectivement, on parle des États-Unis, mais on peut aussi parler de l'Argentine, on peut parler de l'Inde, de la Hongrie, de l'Italie, etc. C'est vraiment une riposte suprémaciste, blanche, masculiniste, qui s'organise de manière très structurée à un niveau global, et depuis longtemps, parce que Steve Bannon, qui était un des premiers conseillers de Trump lors de son premier mandat, il avait été invité à l'époque par le Front National en France, et à l'époque, Marion Maréchal avait été invité par ce groupe aux États-Unis. Donc, eux s'organisent depuis très longtemps de manière globale, alors que c'est vrai que nous, on est effectivement dans un camp où on répond un petit peu aux attaques comme elles viennent, mais c'est organisé. Tout à l'heure, on parlait de Nicolas Bedos et de Caroline Fourest, mais d'autres. Moi, j'ai fait face à des plateaux où j'ai entendu des gens s'exprimer sur des plateaux avec les mêmes éléments de langage pour défendre Nicolas Bedos. Clairement, il y a des éléments qui ont été pendus dans un camp, et en fait, ils ont pour charge de les répéter partout où ils sont. Et ça veut dire qu'ils sont organisés, et nous, on ne l'est pas. Et la violence, elle s'exprime... Enfin, on parle des violences sexuelles et sexistes, mais la violence, c'est aussi la violence, les atteintes à notre liberté d'expression. Quand on est attaqué ou diffamé, quand on est cyberharcelé, quand on est insulté, etc. Moi, il se trouve que je suis souvent au tribunal pour des procès, soit que j'intente parce qu'on m'a insulté, soit parce qu'on m'atteint en diffamation. L'avocat qui est en face, c'est toujours le même, c'est Richard Malka.
Et Richard Malka, c'est la même clique. Donc à un moment donné, il faut aussi réfléchir au fait qu'il y a un camp qui s'organise pour s'en prendre aux têtes qui dépassent et pour les intimider. Parce que la réalité, c'est que pousser quelqu'un à aller au tribunal en permanence, c'est l'intimider, parce que ça coûte des ressources en santé mentale, ça coûte des ressources matérielles. Et franchement, endurer ce genre d'interrogatoire devant une cour qui a déjà un dispositif qui est là pour nous écraser, c'est aussi intimidant et on peut ne pas avoir envie d'y retourner. Donc je pense qu'il faut qu'on réfléchisse vraiment de manière stratégique et politique à ce qui se passe. Quand Nadège est attaquée, je me souviens, moi, du premier article que tu n'as pas lu, Nadège, mais que Caroline Fourest a écrit au sujet de Nadège Bossondiagne avant d'écrire son livre. C'était une ébauche, en fait. C'était horrible, c'était dégueulasse, c'était odieux. Et dans cet article, j'étais mentionnée. C'est-à-dire que pour discréditer Nadège, elle a dit que c'était une de mes amies. En gros, voilà, comprenez à quel camp elle appartient. Donc ces gens-là, en fait, ils nous voient comme un camp et ils se débrouillent et s'organisent tout simplement pour nous discréditer collectivement et pour nous attaquer collectivement. Quand Nadège est attaquée, en réalité, c'est pas seulement elle qui est attaquée, c'est tout ce qu'elle incarne aux yeux de ces personnes-là. Donc je crois que vraiment la conscience de qui sont les adversaires, de ce qu'ils ont et ce qu'ils sont politiquement, et la conscience de ce qu'on peut faire, je pense que c'est super important. Même si je comprends qu'on puisse être découragé, notamment voilà, après ce qui s'est passé entre les deux tours de la dissolution l'année dernière, on s'est super organisé et on se retrouve avec Bayrou. C'est vrai que bon, c'est un peu dur, c'est un peu dur, mais en même temps, on a quand même réussi à se mobiliser d'une manière spectaculaire. Et je crois que vraiment cette énergie-là, il faut qu'on continue à l'investir, il ne faut pas qu'on la lâche parce qu'elle est aussi animée par des principes qui sont des principes qui ne sont pas liés au capitalisme. C'est-à-dire que nous, on s'investit parce qu'on croit dans les libertés fondamentales et on ne le fait pas pour s'enrichir. Et ça, vraiment, c'est quelque chose qui est inhérent à notre humanité et qui est bien plus fort que toutes les puissances financières. Merci. Merci. Merci beaucoup. Je vous propose que, grâce à ma collègue Kate qui se trouve là, on prenne 2-3 questions. Bonjour, merci pour ces échanges. J'aimerais avoir votre regard sur le procès Pellico. Est-ce que pour vous, ça a été une avancée pour les femmes victimes de violences sexistes et sexuelles, ou si, au contraire, ça a pu être une forme de balle dans le pied parce que Gisèle Pellico est, et je mets des gros guillemets, la victime parfaite, entre guillemets, et qu'il faudrait avoir ce niveau de preuve maintenant pour être cru pour avoir justice. Déjà, merci de dire Pellico et pas Mazan, parce que je pense que la ville de Mazan n'a pas violé Gisèle Pellico. Ça, j'en peux plus aussi. Les mots ont un sens. Et en tant que victime survivante, moi, j'ai pas tout suivi, parce que c'est une réminiscence de trauma à l'infini. Donc, j'ai essayé de me protéger, mais je sais que... Et je vais répondre en 2 temps, mais oui, c'est une victime, entre guillemets, dans la mesure où il y a des preuves filmées. C'est la victime idéale, si on peut dire ce terme, parce que victime et idéal ensemble, voilà, ça va pas ensemble. Mais en tout cas, par rapport, effectivement, à la justice, oui, c'est plus, entre guillemets, simple de voir, quoique ça n'a pas empêché certains et certaines de ne pas voir ce qu'on devait tous voir. Ce qu'elle a fait, Gisèle Pellico, est exceptionnelle en tant que victime. Je ne sais pas comment elle a fait pour trouver cette force-là. Juste, j'ai une pensée, moi, pour sa fille, qui se retrouve un peu la victime négligée de cette affaire, parce qu'elle-même a été victime de son père, et que malheureusement, et elle avait porté plainte, il faut savoir, avant que sa mère porte plainte, mais que justement, j'imagine que c'est par rapport aux preuves, ça a été compliqué de poursuivre, etc. Donc je pense que j'ai une pensée juste pour elle. Et après, je sais que ça a fait énormément de bien à plein de victimes. Moi, je ne veux pas vous dire, en tout cas moi, en tant que victime survivante, ça a été vraiment beaucoup trop. Mais je pense qu'elle a fait quelque chose d'exceptionnel au niveau politique, en fait. Juste de positionner son corps de femme et d'exposer à la vue de tout le monde. Ce qu'elle a fait, c'est politique. Parce qu'en fait, ce qu'on dit depuis tout à l'heure, c'est que la réponse à toutes ces violences, les violences sexuelles, en fait, déjà, c'est pas un problème de sexualité, ça n'a rien à voir avec la sexualité, c'est une histoire de domination, et ce sont des violences politiques qui peuvent être complètement, évidemment, évitées. En fait, c'est pas une fatalité. C'est parce qu'elles profitent au plus grand nombre. Voilà, comme disait tout à l'heure Rokhaya, c'est la continuité de certains corps qui n'ont pas lieu d'être, en fait, et qu'on néglige pour mieux profiter d'eux. Et c'est le fucking capitalisme hétéropatriarcal blanc. Donc, en tout cas, voilà, je sais que politiquement, ce qu'a fait Gisèle Pellico est exceptionnel. Voilà, c'est tout ce que je peux dire, moi.
Bonjour, merci pour vos interventions. Moi, j'avais une question pour Maître Vincent. Je ne sais pas si vous allez arriver à me répondre, mais vous avez dit que vous avez une vision qui était anti-carcéraliste. Et moi, du coup, par rapport à la vision de la gauche sur ça, c'est qu'elle a eu toujours tendance à étudier en fait les crimes et les délits comme des situations problèmes. Et est-ce que dans le cas des violences sexuelles, c'est toujours légitime de parler de situations problèmes sans justement légitimer ces violences-là et enlever en fait une souffrance aux victimes? Et comment est-ce qu'on se positionne quand on est de gauche carcéraliste sur ces questions de violences sexuelles? Je ne sais pas si j'ai été très claire. Je vais essayer, je ne suis pas sûre d'avoir tout compris, mais... Qu'est-ce que vous parlez... Quand vous parlez de situation problème, vous voulez dire individuel ? En gros, ouais, c'est expliquer qu'en gros, si un individu est arrivé à produire cette violence, c'est parce qu'en fait, ça s'explique par des biais politiques et sociaux en amont, en fait. Et du coup, j'ai l'impression que tu disais cette théorique-là, ça enlève en fait la violence de ces crimes, mais pourtant on l'utilise bien pour d'autres crimes parce qu'on considère que, par exemple, la pauvreté crée la criminalité, etc. Voilà. Alors en vrai, malheureusement, dans les juridictions, c'est inaudible sur un peu tous les sujets. C'est-à-dire que malheureusement, la question de la pauvreté qui conduit à la criminalité, alors quand je dis criminalité, là c'est au sens général et pas forcément que des crimes mais des délits. Donc de toute façon, c'est quelque chose qui est toujours difficile. Sur les VSS, il y a quand même une espèce de... Il y a une tolérance beaucoup plus importante quand même sur les comportements individuels. Après, je ne sais pas comment répondre, c'est aussi particulier. Alors, en fait, c'est des questions qui ne traversent pas tout le monde, malheureusement, parce que moi, du coup, je suis anticarcéraliste, mais évidemment, tout le milieu pénal ne l'est pas. Même chez les avocats et chez les avocates, même au sein de mon syndicat, tout le monde n'est pas anticarcéraliste. Après... Bon, c'est pareil, je suis anticarcéraliste. Il y a toujours, je suppose, à un moment donné, des limites, parce qu'il y a aussi des gens où... on fait quoi, en fait, sur des infractions vraiment très graves et multipliées? Bon, il y a quand même un sujet. Maintenant, effectivement, c'est hyper compliqué. Moi, je sais que c'est quelque chose que j'interroge quand je suis en défense, parce que ça m'arrive, notamment dans le cas des commissions d'office, ça m'arrive de défendre des auteurs de VSS. Enfin, je fais principalement de la défense pénale, mais là, je parle sur les VSS. Je sais qu'en revanche, c'est quelque chose que j'essaye d'utiliser, notamment sur l'interrogation sur la prison, puisque c'est quasiment toujours la prison qui est requise. Et parfois, j'ai eu l'impression que ça pouvait fonctionner, même avec d'ailleurs des procs qui m'ont dit post-audience. Ça m'a intéressé ce que vous avez dit là-dessus. Et du coup, de les interroger en mode « Ok, c'est un gros connard, misogyne, violent, tout ce que vous voulez. Du coup, à quel moment vous pensez qu'aller l'enfermer dans une tôle qui est, à l'heure actuelle en France, les milieux complètement d'atteinte à la dignité totale, où les mecs sont traités pire que des animaux, en réalité, parce qu'on ne laisserait pas des animaux être traités comme ça, où il y a une violence totalement exacerbée, des rapports de domination totalement exacerbés, et où les gars passent leur journée à se dire qu'ils sont là à cause de l'autre salope, avec des guillemets, à quel moment donné vous pensez qu'il va ressortir et que ça va être mieux? Donc... je ne sais pas si ça répond à la question, mais tout ça pour dire qu'il faut qu'on mette le sujet sur la table, c'est compliqué, et il y a aussi des situations individuelles quand même à prendre en compte, tout en étant anticarcéraliste. Malheureusement, à l'heure actuelle, on n'a pas grand-chose, et là, pour le coup, peut-être plutôt sur la question des violences conjugales que des violences sexuelles. Évidemment, quasiment toutes les femmes victimes de violences conjugales sont aussi victimes de violences sexuelles, mais ce que je veux dire, c'est que sur cette spécificité, peut aussi quand même y avoir, et ça je peux l'entendre à un moment donné, une question individuelle qui est la question de la protection de la victime, parce qu'il y a quand même des situations, je reconnais, de violences conjugales archi-vénères où on est, enfin vraiment, à la lecture du dossier, il y a un boulevard au féminicide, où les femmes n'ont pas forcément conscientisé la réalité du danger, voire sont encore sous emprise, enfin bref. Et donc il y a aussi un moment donné, au-delà du évidemment que c'est notre société patriarcale, raciste et tout ce qu'on veut, qui conduit à ces violences, mais en même temps, on a un moment T, comment on fait pour être sûr que la victime, là, demain, on ne la retrouve pas à la morgue, quoi. Donc, il faut mettre le sujet sur la table, il faut aussi... En fait, le problème, c'est qu'il faut refaire tout le système, quoi. C'est-à-dire qu'il faut détruire le patriarcat, il faut trouver d'autres solutions que la prison. Et c'est un équilibre. Je suis désolée, je ne sais pas si je réponds vraiment à la question, mais c'est voilà. Très bien, merci. Je voudrais juste ajouter quelque chose sur cette question. Il y a une pensée anticarcérale qui a quand même été développée par les premiers concernés, par les personnes qui ont vécu la prison. Et je pense que c'est aussi important de se plonger dans leurs écrits. J'ai eu la chance de préfacer un livre qui est sorti cette année qui s'appelle « Abolition féministe ».
féminisme maintenant, qui est notamment l'œuvre d'Angela Davis et de Gina Dent et d'autres féministes qui ont... Angela Davis, elle a été prisonnière politique, donc elle connaît ce système carcéral, et qui est une vraie réflexion sur l'abolition d'un point de vue féministe qui est intéressant, qui en France est porté par Gwenola Ricordo, mais je pense que c'est une réflexion qui en tout cas est vraiment portée par des personnes qui ont connu la prison et qui ont une expérience du système carcéral vraiment personnelle, quoi. Merci. On va peut-être prendre une dernière question. Je vois pas mon collègue qui nous suit, donc je me dis allons-y. Bonjour, merci pour cette discussion. Je voulais vous interroger sur un aspect du backlash qui ne concerne pas tant les personnalités que les anonymes, qui est celui sur les réseaux sociaux. Le Monde a fait un article il y a 10 jours sur un peu cette nouvelle forme de masculinisme qui monte sous couvert de diffuser du contenu sur de la finance pour les jeunes hommes ou le développement personnel. Il y a beaucoup de vidéastes qui poussent du contenu un peu anti-féministe, anti-MeToo. Et Le Monde parlait un peu de à quel point ça diverge chez les jeunes. Il y a des jeunes femmes qui sont de plus en plus MeToo, c'est formidable, et féministes, et des jeunes hommes qui se construisent un peu en opposition par rapport à ça. Et donc je voulais un peu votre regard sur ce backlash. Vous disiez, Madame Diallo, que les conservateurs, ils sont toujours là, ils attendent les brèches. Là, on sent que la brèche, c'est des plateformes de plus en plus à droite et qui poussent ces contenus. Donc qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de réduire la voilure sur ce backlash-là, qui est à venir et qui m'effraie un peu, je vous avoue. Alors merci pour cette question super importante. Je suis en train de travailler avec plusieurs autres contributeurs sur un rapport international justement sur ce retour de restriction de la liberté d'expression des femmes, et notamment, moi je travaille sur le chapitre sur les femmes sur les réseaux sociaux notamment, en tout cas sur leur expression publique, et c'est vrai que depuis 5 ans, il y a un retour de bâton avec effectivement ces contenus masculinistes, mais aussi des contenus qui sont dans la même mouvance idéologique, qui sont portés par des femmes, qui vont faire la promotion de modèles patriarcaux en réalité, sous couvert de liberté des femmes, et en s'appropriant le terme de féminisme. Parce qu'en fait, aujourd'hui, le féminisme, en tout cas dans la manière dont c'est présenté, c'est un terme qui est relativement consensuel, le mot féminisme, et qui est considéré comme étant positif, à tel point que maintenant, les personnes de l'extrême droite se l'approprient et se présentent comme étant des vraies féministes. Et on voit aussi, hors des réseaux sociaux, comment l'extrême droite va être très prolixe quand l'auteur d'une violence sexuelle ou d'un féminicide, est une personne non blanche, de préférence une personne sans papier, ou sous OQTF, alors qu'on ne les entendra jamais quand les violences sexistes sont effectuées par des personnes qui ne sont pas justement parmi les personnes qui sont stigmatisées par elles. Et sur les réseaux sociaux, alors moi il se trouve que j'étais une des premières personnes publiques à porter plainte pour un appel au viol en 2013. Le terme de cyberharcèlement n'existait même pas et la personne a été condamnée. Et c'est vrai que dès qu'on prend la parole, qu'on soit connu du grand public ou pas, en tant que femme, on est systématiquement menacé de viol. C'est vraiment les menaces qui arrivent directement et qui nous rappellent à notre condition pour nous faire taire. Par ailleurs, il y a d'autres formes de violence qui vont vraiment se multiplier avec les intelligences artificielles génératives, les deepfakes. Donc en fait, ce sont vos visages, enfin les visages de personnalités qui sont associés à des activités qui sont pas les leurs. En fait, les intelligences artificielles créent des faux corps sur des vrais visages. Et en fait, il y a beaucoup de deepfakes pornographiques qui sont aussi des agressions sexistes et qui se multiplient et qui sont de plus en plus faciles à produire et contre lesquelles il va vraiment falloir qu'on réfléchisse, parce que la plus grande victime en Europe de ça, c'est la comédienne et présentatrice de télévision Enora Malagré, qui en a beaucoup parlé. Aux États-Unis, il me semble que c'était Taylor Swift. Et c'est un sujet qui est hyper important. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on peut vraiment automatiser le cyberharcèlement. On peut automatiser la production d'images violentes contre les femmes. Et si on ne réfléchit pas en amont à ça, ça va vraiment causer des dégâts psychologiques extrêmement importants. Et Nora Malagré, quand elle parle des deepfakes pornographiques où elle s'est vue, elle dit qu'elle a vécu le même choc que si elle avait été physiquement agressée, parce qu'en fait, elle se voit pratiquer des activités sexuelles qu'elle n'a jamais pratiquées, sauf que c'est tellement crédible que c'est hyper traumatisant. Et donc là-dessus, je pense que vraiment, ça va être un sujet super important. Merci. Merci, Roquet. Et je vais laisser le mot de la fin avant d'annoncer la suite des débats à Nadège, parce qu'elle parlait tout à l'heure du coût de la parole. Ce coût de la parole, il se traduit, entre autres choses, mais ce n'est pas le seul, par du cyberharcèlement que subissent notamment mes deux voisines de manière extrêmement régulière à chaque fois qu'elles prennent la parole sur les questions raciales, sur les questions de genre, et que ce coût-là est élevé. Oui, je viens de subir, ça fait 2 semaines que je subis une très grosse vague de cyberharcèlement extrêmement violente après avoir pris la parole sur la question du fascisme. En fait, c'est une technique en fait d'épuisement psychique
en fait, de la révolution qu'on est en train de faire, parce que même si on n'a pas l'air, là, on est en train de faire une révolution, camarades. Hein. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Et en fait... Merci. Et en fait, ce qui est extrêmement violent, et Dieu sait si... Dieu, je crois pas du tout en vieux. N'importe quoi. Je sais pas pourquoi. Qu'est-ce qu'elle raconte? Et on est beaucoup dans ma tête. Non, en fait, je connais l'historique des violences, dès la pédocriminalité jusqu'à la violence adulte. Mais quand vous recevez des menaces de viol, de meurtre et autres joyeusetés avec des choses extrêmement précises en escadron, parce qu'en fait, c'est vraiment ça. En fait, il y a une organisation, comme disait tout à l'heure Rokhaya, il y a une organisation et on reconnaît, parce qu'on voit les mots-clés et tout. C'est le côté pervers aussi de nos réseaux sociaux. C'est que l'algorithme, il aime en fait cette violence-là. Et qu'en chacun et chacune de nous, il y a malgré tout un petit endroit, en fait, pervers et voyeur, qui aime en fait ce que ça suscite en nous. Enfin, ça a été prouvé, hein. C'est pas moi qui... Je suis pas en train de vous annoncer un truc, là. Et en fait, ce qui est vraiment grave, c'est qu'il n'y a aucune modération. Enfin, moi, j'étais, mais... En fait, le temps que ça a eu entre le moment où j'ai posté la vidéo et que ça a été comme ça en escadron, quand je vous dis sur tous mes réseaux et tout, j'ai pas compris ce qui m'arrivait. Et en fait, j'ai pas voulu aller porter plainte parce que bon bah déjà je n'ai pas d'argent hein, et j'ai pas foi en la justice malheureusement. Mais je me suis protégée parce que la santé mentale est hyper importante. Ce que j'aurais voulu vous dire, c'est quand vous prenez la parole, déjà il y a aucune injonction, on prend la parole quand on peut. Si on peut, si on veut, il faut s'entourer vraiment extrêmement bien, avoir des amis bienveillants et bienveillantes, vraiment, et n'hésitez pas à le dire parce que la santé mentale, on n'en parle pas assez dans nos luttes, mais la santé mentale du militantisme, ça a un coût aussi, donc prenez bien soin de vous, c'est une vraie phrase, voilà. Merci beaucoup. Je voudrais infiniment remercier les invités de ce débat. Marine Turki, que vous pouvez continuer à lire sur Mediapart. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas déjà. Nadège Bossondiane, merci vraiment d'être venue aujourd'hui. Rokhaya Diallo, c'était un plaisir. Claude Vincent, merci d'être venu jusqu'à nous. Merci beaucoup d'être venu. Merci à vous d'avoir été aussi présents et présentes pour ce débat. Oui, elles sont formidables. Vous pouvez les applaudir. Et je me dois également de remercier nos interprètes qui sont là et qui font ce travail depuis le début de la journée. Le prochain débat est animé par mon collègue infiniment exceptionnel, lui aussi, Younes Abzouz, à propos de le Trumpisme à l'assaut des sociétés. Vous verrez, il y a un petit lien entre ces deux tables rondes. Donc animé par Younes avec Caterina Froio et Cole Stangler. Merci beaucoup à vous. Mediapart.